Bien, et il est 9h03 à la pendule de l'amphithéâtre Farman, puisque comme vous l'avez compris, nous sommes en fait en situation dans l'amphithéâtre face à des places vides, mais heureusement vous avez pu nous rejoindre par ce système de webinaire. Je vous laisse découvrir tout de suite le programme de ce 28 janvier. Donc, hier, comme vous le savez, nous avons traité les items 1 et 2. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'évolution réglementaire et puis d'un certain nombre de sujets que l'on a regroupés sous le terme questions opérationnelles. Je souhaite bien sûr la bienvenue à quelques-uns d'entre vous qui n'avaient pu être des nôtres hier et qui se sont connectés aujourd'hui pour la première fois. Donc, à leur intention, je vais laisser Clément Murgia, qui est notre organisateur technique et accompagnateur, en particulier sur l'outil Slido. Je vais laisser Clément Murgia donc vous redonner quelques consignes pour que vous puissiez nous suivre sur le plan technique dans de très bonnes conditions. Clément. Merci Pascal et bonjour à tous. Alors en matière de consignes sur Slido, je vais revenir un petit peu sur le déroulement de la journée d'hier. Et pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vais repréciser du coup que pour ceux qui n'ont pas encore fait, vous pouvez aller poser vos questions sur Slido, donc, qui est une application que vous pouvez soit télécharger sur votre téléphone, soit directement accéder sur votre navigateur. Donc en allant sur slido.com avec le hashtag Surins 2021. Et donc vous pouvez poser vos questions sur cette interface-là. Vous avez déjà été très nombreux à nous poser des questions hier, donc on vous remercie et on vous invite à continuer. Sachez que de notre côté, on est toujours en phase d'apprentissage sur cet outil-là, qui est un outil qu'on utilise pour la première fois, donc on s'efforce de faire le maximum pour trier, pour cataloguer les questions. Il peut arriver du coup que des questions disparaissent temporairement de votre interface. En effet, nous, on les trie et on les catalogue de telle sorte qu'elles réapparaissent au moment où on aura le bon intervenant face caméra. Donc voilà pourquoi il y a des questions qui disparaissent. Une fois de plus, ne vous inquiétez pas si vous constatez que votre question disparaît. On garde tout, évidemment, et on fait au mieux et pour répondre à tout le monde, et on apportera des réponses, et on tirera des enseignements de ce colloque-ci pour la prochaine fois. Je rappelle une dernière chose. Pour tout ce qui est problème technique, problème de son, c'est arrivé hier. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat de Teams auquel on jette un œil. Et une autre chose à propos de Slido, on a un tout petit peu utilisé la fonctionnalité hier. On peut lancer des sondages. On en utilisera en particulier un aujourd'hui, qui est le sondage de satisfaction à la fin du colloque. Donc évidemment, n'hésitez pas à vous connecter à la fin, dès maintenant et surtout à la fin, pour le questionnaire de satisfaction, et on vous en remercie d'avance. Voilà tout pour les points techniques, et puis on peut attaquer la journée. Merci Clément. Eh bien, on va donc attaquer cette journée. Moi, je vais juste m'autoriser une petite parenthèse sur les questions. On a regardé ce matin à l'aube, avant de nous connecter, les différentes questions que vous avez posées, en particulier depuis hier, depuis hier soir. En fait, on a un grand nombre de questions qui portent sur les MDC et MDU, ce qui est une très bonne chose. Au moins, le sujet intéresse tout le monde. Le problème, c'est que ces questions sont nombreuses, pertinentes, et qu'elles nécessitent, à mon sens, des réponses précises. Donc, on fait le choix de garder toutes ces questions MDC et MDU pour vous répondre par écrit. Donc, on va répondre individuellement à chaque personne ayant posé sa question. Et comme vous le savez, on laissera toutes les réponses écrites sur un site partagé, d'ailleurs sur le site ENAC. Dans une quinzaine de jours, vous retrouverez l'ensemble des questions écrites auxquelles on a répondu par écrit, et vous pourrez retrouver tout ça donc sur le site partagé ENAC, sur lequel vous avez toutes et tous l'habitude de vous rendre. Voilà. Et puis aussi, ces questions MDC, MDU, si on avait vraiment voulu y répondre de façon très complète, on aurait été obligé de consacrer plus de 30 minutes à cette séquence d'entrée, et donc à prendre un retard certain pour le déroulement de cette matinée, où nous sommes en particulier
contraints à suivre un timing très serré. Dernière petite précision, on a complètement oublié dans notre programmation, et on travaille sur cet événement depuis quand même pas mal de semaines, on a complètement oublié de programmer une pause pour cette matinée. Donc on va trouver un créneau, rassurez-vous, en milieu de matinée, où on fera comme hier, nous l'avons fait hier après-midi, une petite pause de 10 minutes. Voilà, j'en ai terminé, on lance tout de suite la séquence numéro 1, cette séquence au cours de laquelle on va vous présenter les évolutions réglementaires et l'actualité réglementaire. On sait que c'est une séquence que vous attendez, avec la séquence équipement qui vous sera présentée en fin de matinée. Donc je laisse tout de suite la parole aux intervenants suivants, Sonia Yvdi, Raphaël Alexandre, Clément Murgia et Thibaut Sport. On va vous parler en fait de cyber, de Covid, de Brexit, des sujets très intéressants et qui vont nous occuper donc pour les 45 minutes à venir. N'hésitez surtout pas à intervenir via Slido, poser les questions que vous souhaitez ou les remarques, réflexions, commentaires. Et comme vous le savez depuis hier, on disparaît 30 secondes avec une diapo d'attente, le temps qu'ici on se réorganise dans cet amphithéâtre Farman, et on revient tout de suite avec le premier sujet. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Sonia Yvdi. Je devais intervenir hier, mais vous n'aurez qu'aujourd'hui, et normalement sur un côté assez court, avec Raphaël Alexandre sur la question des évolutions réglementaires. Alors, comme c'est notre cœur de métier, on pourrait y passer la matinée, mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas l'objectif de l'ensemble du colloque, donc je vais essayer de faire court, ce qui pose toujours un certain nombre de questions. Vous avez ici les modifications. On va d'abord commencer par les modifications réglementaires européennes depuis le dernier colloque, depuis juin 2019, et ensuite on passera très rapidement sur la question des évolutions nationales que Raphaël vous présentera. Donc on a un certain nombre de règlements. Quand on voit 5 petites puces avec des règlements et des décisions, voire même sans numéro, où on se dit qu'il y a énormément de modifications réglementaires, je vous rassure, ce n'est pas le cas. On n'est pas sur un changement majeur et il n'y a rien qui change drastiquement du système de sûreté que l'on connaît. Le premier point que je vais essayer de vous détailler, c'est le point cyber. Donc, sur le point cyber, la première diapositive fait peur, et c'est clair. C'est tout ce qui est fait en matière de cybersécurité. Et en fait, si vous voyez bien, on est au milieu. Oui, il y a la modification du règlement 1998 qui est au milieu, mais qui fait partie d'une ligne et d'un contexte qui est bien plus global. En fait, la question cyber n'est pas une question de sûreté au sens strict initialement, mais bien une question qui touche non seulement à la défense, à la sécurité nationale, à l'économie, à la sûreté, mais aussi à la sécurité en ce qui concerne le transport aérien. Donc, dans un monde idéal, il faudrait qu'on n'ait qu'une seule base réglementaire. Nous ne sommes pas dans un monde idéal. Donc, le contexte est qu'en France, on a commencé par avoir un contexte national avec la loi de programmation militaire, qui est sous cette petite acronyme bleu à gauche, appelée LPM, avec le petit drapeau français, et son article 22, qui nous permet d'avoir une première protection d'un certain nombre d'opérateurs. Donc, on leur demande d'identifier leur système d'information critique, de pouvoir proposer une certaine protection de ces systèmes d'information critiques d'importance vitale, comme cela est dit, et d'organiser un petit peu la réponse, la protection de ces systèmes d'information et la remontée des événements. Donc, on était assez précurseurs. Donc ça, c'était en 2016. La Commission européenne, donc non pas celle que l'on connaît, la DG Connect, a travaillé sur une directive, la directive Nice, qui visait à protéger des acteurs du transport aérien, des acteurs de la vie civile, d'attaques cyber pour des raisons économiques. Donc si le premier point, c'était d'essayer de protéger un des opérateurs et des systèmes d'information à des visées de défense et de sécurité nationale, le deuxième rideau, c'était de protéger notre économie.
Dans le transport aérien, les aéroports, les compagnies aériennes, les constructeurs aéronautiques font partie non seulement d'acteurs critiques pour la défense et la sécurité nationale, mais aussi pour l'économie. Et puis est arrivée une modification au ACI qui est tout en haut, en gris, qui visait à essayer de protéger le transport aérien des menaces cyber particulières. Et cela a été transcrit au niveau européen par une modification du règlement que nous connaissons bien, le 1998, et l'introduction du point 1.7, qui vise à essayer de faire le lien avec ce qui existe par ailleurs. Donc ce n'est pas de réinventer la roue, mais bien de tirer parti de ce qui existe, de faire une analyse de ce qu'il manque et de compléter en termes sûreté, que les personnes de la sûreté aérienne comprennent, pour essayer de compléter cela. À venir, une transcription, une nouvelle version de la directive Nice et un énorme paquet sur sécurité qui est appelé la partie IS, qui est encore inconnue. Et bien sûr, il faut imaginer que les opérateurs du transport aérien sont soumis à l'ensemble de ces différentes notions. Donc, à conserver sur cette diapositive, oui, il y a du cyber dans la réglementation de sûreté, mais ce n'est pas là où se fera la majorité du travail. On se base sur ce qui est fait par ailleurs. Sur cette diapositive-là, vous verrez qu'est-ce que ça va vous dire en termes compréhensibles en sûreté. Qui sont concernés? Aujourd'hui, notre programme national de sûreté en France cite que ce sont les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien et des entités définies dans le PNS qui sont les agents habilités. Dans quelles conditions est-ce que cela va se faire? Je n'ai pas encore la réponse, mais je souhaitais d'ores et déjà vous communiquer que c'était les opérateurs qui étaient concernés. Qu'est-ce qui est prévu dans le 1998 et qu'est-ce qui est prévu côté DGAC? Dans la partie sûreté, on a des exigences générales donc sur lesquelles il faudra se baser sur ce qui est fait aussi par ailleurs. Donc un paquet assez classique en cyber, la gestion de la sécurité de l'information, la protection, la détection, la réponse, le rétablissement après une attaque et des vérifications des antécédents et des formations pour les personnels administrant des systèmes d'information critiques. Mais il y a également des exigences spécifiques que vous ne trouverez que dans 1998. On est sur une identification des systèmes en lien ou contribuant à la sûreté, une identification des entités concernées alors que les autres règlements sont beaucoup plus généraux, et il y a une demande de vérification des antécédents et des formations pour tous les personnels ayant accès à ces systèmes. Donc, très clairement, vous n'aurez pas toutes les réponses dans cette présentation, et je serai bien loin d'être la bonne personne pour pouvoir répondre à toutes les questions. Mais sachez que ce qui est prévu, c'est de faire le lien et de pouvoir, que l'entité en charge de cela, à la DSAC, à la DGAC, puisse faire le lien entre toutes ces exigences, de manière à ce que la sûreté contribue à l'objectif global, sans forcément tout faire, parce que sur ce sujet-là, nous ne sommes pas les chefs de file. Je vais passer la parole à Raphaël sur la suite et je reviendrai après. Alors, je reprends la présentation que normalement vous avez aussi à l'écran pour parler d'un règlement qui était sorti début janvier, janvier 2020, qui était un règlement essentiellement centré sur des évolutions sur le domaine 12 pour introduire des obligations de marquage des équipements, un petit peu à la manière des marques CE qu'on peut trouver sur d'autres produits. Voilà, on va, pour les équipements qui seront installés après le 1er octobre, à l'exception des RX, avoir des obligations de marquage d'équipement. On avait quelques modifications annexes qui consistaient à rajouter des aéroports dans les différentes appendices pour bénéficier des exemptions d'inspection filtrage, à savoir l'aéroport Nikola Tesla en Serbie et puis l'aéroport Ben Gurion en Israël, même si pour ce dernier, la Commission pour le moment a demandé de ne pas appliquer les modalités d'exemption d'inspection filtrage. Et puis de toute façon, vu le contexte, actuellement les vols sont stoppés depuis cet aéroport. Donc voilà, là-dessus, un peu de patience avant de pouvoir appliquer les modalités d'inspection filtrage uniques. La République de Serbie a aussi été ajoutée dans l'appendice 6FI, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'avoir une exemption, une désignation ACC3 pour le fret en provenance de ce pays. Voilà pour ce règlement.
Ensuite, nous avons eu au milieu de l'année 2020 et à cause du contexte sanitaire qui a impacté fortement toutes les activités, y compris réglementaires, un règlement qui a été sorti pour en fait adapter beaucoup de dates d'entrée en vigueur qui étaient prévues à la fin de l'année, donc au 31 décembre 2020. Toutes ces dates ont été repoussées d'un an pour pouvoir permettre aux opérateurs, aux législateurs aussi, aux autorités compétentes de s'adapter, de prendre les derniers ajustements. Donc, ont été repoussés d'un an l'entrée en vigueur du règlement cyber, que Sonia vous a expliqué tout à l'heure, les modalités de vérification ordinaire et renforcée des antécédents, puisque on va passer en fait sur un cran supérieur là-dessus. Thibaut reviendra rapidement à la suite de la présentation. Et puis aussi 2 points importants qui sont dans les formations, l'insertion d'un nouvel objectif pédagogique sur la menace interne, la radicalisation et la culture de sûreté. Donc pour la partie radicalisation, au niveau national, on a déjà eu des supports qui ont été transmis, mais voilà, il faut travailler sur cet objectif pédagogique dans sa globalité. Donc là, on se laisse un petit peu plus de marge de manœuvre. Et puis aussi un point qui est dans le domaine 11, qui est l'intégration dans les programmes de sûreté des politiques internes et des mesures de sensibilisation et de promotion de la culture de sûreté. On voit vraiment que à partir de 2022, on va rentrer dans des démarches très importantes de promotion de la culture de sûreté qu'on voit s'intégrer petit à petit dans les formations et dans les programmes de sûreté. Donc voilà, ça devait être pour la fin de cette année. Ça a été repoussé au 31 décembre 2021. Dans ce règlement, on avait aussi des adaptations liées aux désignations ACC3, RA3, KC3. Là, on est vraiment dans un contexte pandémique, c'est-à-dire des extensions qui étaient données jusqu'à la fin de l'année 31 décembre 2020. Et puis, on commençait à avoir des reports pour les expirations des normes 2 pour les EDS. Ça, on revient dans quelques diapos dessus, plus en détail, puisqu'il y a un règlement qui a reprécisé tout ça et qui va arriver. Voilà un petit peu pour ce règlement de milieu d'année, règlement coronavirus ou Covid, comme vous voulez l'appeler. Un autre point important, un règlement qui était sorti avant, en mars 2019, mais qui en fait est devenu applicable au 1er janvier 2021 suite au contexte du Brexit. Voilà. Le Royaume-Uni est maintenant officiellement sorti et jusqu'au 31 décembre, on avait un accord de transition dans lequel le Royaume-Uni s'engageait à appliquer l'ensemble des réglementations européennes et donc du coup, il n'y avait pas besoin de prendre de règlement particulier. Depuis le 1er janvier 2021, cet accord de transition est terminé et donc on passe sur un nouveau système et donc la Commission européenne a rendu applicable ce règlement 2019-413 qui en fait permet des ajustements liés au retrait du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui est le terme officiel. Pour les vols passagers, la fouille aéronef, les exemptions d'inspection filtrage qui sont prévues dans les appendices 3, 4 et des domaines 3, 4 et 5 sont appliquées maintenant, restent appliquées en fait au Royaume-Uni avec l'ajout du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans ces appendices. Pour le fret, le Royaume-Uni a été inséré dans l'appendice 6 FI, comme on l'a vu tout à l'heure pour la Serbie, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des désignations ACC3 pour le transport du fret en provenance du Royaume-Uni. En revanche, une conséquence qui est importante à avoir en tête, c'est sur les opérateurs désignés, qui étaient désignés, agréés, validés par le Royaume-Uni. Donc les AHA, les CCO, les FHA, les FCO, tous ces opérateurs ne sont plus reconnus à partir du 1er janvier 2021. Pour nous, ça nous concerne essentiellement sur le domaine du fret, c'est-à-dire qu'il va falloir procéder à des inspections filtrage du fret, hormis le cas de transport aérien, puisqu'on a, comme je le disais tout à l'heure, l'absence la non-obligation de procéder à des désignations ACC3. Je passe la parole à nouveau à Sonia pour le programme des festivités qui va arriver. Alors, l'un des avantages d'avoir le colloque maintenant, là, en janvier, c'est qu'on peut aussi parler de ce qui va arriver sans même attendre que cela soit paru. Donc forcément, cela est à prendre avec des pincettes parce que tant que c'est pas paru, c'est pas dans les textes et on a sûrement un certain nombre de petites choses où on souhaite vérifier avant de pouvoir aller plus en avant.
Mais d'ores et déjà, on peut vous donner quelques éléments. Le premier des éléments, c'est que l'exercice en cours, qui a donc été voté au niveau de Bruxelles, comprend une modification du règlement et une modification de la décision. La modification de la décision sera donc informative jusqu'à la modification de l'arrêté du 30 juillet qui rendra cela applicable à tous les opérateurs. Dans les points techniques qui sont compris, on a plusieurs petits points techniques, mais on a souhaité vous donner un focus sur certains. Le premier, c'est un sujet concernant l'utilisation des scellés pour les compartiments moteurs, où vous savez que nous avions un certain nombre de choses à faire, comme vérifier les scellés à l'entrée et à la sortie de la partie critique. La vérification à la sortie est quelque chose qui disparaîtra. Et en modification, cela nous permet aussi de réintroduire d'autres modalités de formation qui sont celles en fait sur lesquelles nous avions communiqué. Donc en fait, ce qui est fait et les lignes directrices que nous avions émises côté français sont celles qui devraient être retenues côté Bruxelles. En changement majeur, il y a la partie sur les EDS avec des nouvelles modalités pour les échéances d'utilisation qui viennent se rajouter à ce que Raphaël vous a déjà expliqué, qui était de repousser une échéance. Et pour cela, Clément va vous conduire dans les différentes dates. Et merci Sonia. Donc, rebonjour à tous. Après le point technique sur Slido, je vais vous faire un point semi-technique, on va dire, sur les EDS et sur les nouvelles dates d'échéance. Donc, vous savez peut-être qu'avant la crise du Covid, l'échéance de la norme 2 pour les EDS était fixée à septembre 2020. Donc, cette date est bien évidemment passée et le nouveau règlement qui a été voté, comme l'a dit Sonia, mais qui n'est pas encore publié, repousse la date d'échéance de la norme 2 au 1er septembre 2021. Pour les exploitants qui en font la demande, il est toujours possible de solliciter un report de la date d'utilisation des EDS2. Auparavant, avant la crise sanitaire, c'était une disposition qui était réservée à certains types d'EDS2, des EDS qui étaient installés entre 2011 et 2014, pour faire simple. Donc ces modalités-là vont un tout petit peu évoluer. Ce qu'a fait la Commission européenne, c'est qu'elle a divisé les aérodromes de France en 4 catégories, enfin pas que de France d'ailleurs, tous les aérodromes européens en 4 catégories. La catégorie 1 et la catégorie, je vais vous mettre la slide parce que sinon vous ne voyez pas, voilà, la catégorie 1, c'est la catégorie des aérodromes qui reçoivent plus de 25 millions de passagers en 2019. Donc en France, ça concerne Orly et Roissy. La catégorie 2, ce sont les aérodromes qui desservent des États tiers listés à l'appendice 5A. Avant que vous ne vous posiez la question, ça ne concerne évidemment pas le Royaume-Uni. La catégorie 3, c'est une catégorie qui ne contient qu'un seul aérodrome quand le pays est concerné. C'est l'aérodrome qui a le plus de trafic en 2019, quand il n'est pas déjà listé en catégorie 2 ou 3. Donc en l'occurrence, nous, c'est Roissy, il est déjà en catégorie 1, donc ça ne nous concerne pas. C'est catégorie 1 ou 2. Et la catégorie 4, c'est la catégorie Valais qui contient tous les autres aéroports. Donc ça, c'est la catégorisation qu'a fait la CE. En fonction de la catégorie d'aéroport, il va être possible pour un exploitant de solliciter une date de report d'échéance de ces EDS plus ou moins lointaine, que je vais essayer de vous détailler sans trop vous perdre. Et je vous affiche ici les dates de report. Donc, dans la colonne de gauche, la date d'échéance de la norme 2. Pour mémoire, avant le Covid, comme je l'ai dit précédemment, 1er septembre 2020. Désormais, quelle que soit la catégorie d'aéroport, la date d'échéance de la norme 2 reste pour tout le monde le 1er septembre 2021. Mais il est donc possible en tant qu'exploitant, demander une prorogation pour l'utilisation de ces EDS2. À gauche, enfin dans la colonne de milieu, pour les EDS qui sont avant le 1er janvier 2011. Avant la crise sanitaire, il n'était pas possible de demander des prorogations pour ces EDS-là. Désormais, c'est possible. Et en fonction de la catégorie, on va pouvoir demander un report plus ou moins lointain. Donc c'est toujours des dates maximales. On peut demander moins si ce n'est pas nécessaire. Mais voilà, la DGAC peut être amenée à accorder des autorisations jusqu'à ces dates-là. Pour la catégorie 1, mars 2022. Catégorie 2 ou 3, septembre 2022. Et catégorie 4, mars 2023. Maintenant, pour les EDS qui étaient déjà auparavant prorogeables, qui le restent du coup, il y a une évolution sur la date maximale de report. Et donc pour les aéroports de catégorie 1, mars 2023, contrairement à septembre 2022 auparavant.
catégorie 2 ou 3, septembre 2023, et catégorie 4, mars 2024. Donc vous voyez qu'en fait, la CE a fait une sorte d'échelonnement en fonction du risque, on va dire, que représente l'aéroport. C'est-à-dire que plus on a un aéroport qui ne dessert pas des pays tiers, qui reçoit moins de trafic, plus on peut se permettre, entre guillemets, d'autoriser des reports plus lointains. Donc ça, voilà, c'est les dates de report pour les ODS. Il y a une deuxième subtilité qui est introduite par ce nouveau règlement, qui est l'introduction de dates à partir desquelles une certaine norme de DS va être obligatoire. À partir du septembre 2022, toutes les nouvelles installations devront être en norme 3.1 et non pas en norme 3. Et à compter, non pas comme on l'a marqué sur la slide, non pas du 1er septembre 2025, mais 1er septembre 2026, notez bien, les nouvelles installations devront être en norme 3.2. Là aussi, avant que vous vous posiez la question, il n'est pas nécessaire, si j'ai installé mon système IFBS en 2021, voyant arriver l'échéance de septembre 2022, que je passe en norme 3.1. Ça ne concerne que les nouvelles installations. Donc, il ne s'agit pas de, en cours de route, changer de norme et faire toute une nouvelle installation. Ce n'est pas le but du jeu. Le but, c'est vraiment pour les nouvelles installations. Donc voilà, sur l'introduction de ces nouvelles dates, de ces nouvelles normes. Voilà tout pour les ODS, et je repasse la parole à Raphaël. Et non, c'est Sonia. Et non, je reviens justement sur cette modification également qui devrait intervenir. Vous verrez en recevant les modifications qu'il y a plusieurs dizaines, voire une petite centaine presque, de pages fret. Alors cela peut faire peur, mais il n'y a pas de modification. Il y a quelques modifications d'ampleur et je vais essayer et qui sont en plus échelonnées. Donc en fait, il ne s'agit pas de quelque chose qu'il faut appliquer forcément le lendemain ou 21 jours après la publication du règlement. Donc le premier point, c'est qu'il y a une échéance d'utilisation des règles simple vue. Donc dans le fret, il est clair que l'utilisation des règles simple vue fait l'objet d'énormément de débats, et en particulier avec de grands partenaires internationaux outre-Atlantique. Donc là, vous verrez dans le règlement des différentes échéances permettant de renforcer l'utilisation de RX double vue ou d'utilisation du RX selon deux vues avec des échéances d'introduction échelonnées. Là encore, on ne s'avance pas beaucoup plus avant d'avoir vu le texte final, de manière à être sûr de ce que l'on va pouvoir vous annoncer. Il y a plusieurs autres évolutions qui sont, on a voulu en citer deux. Il y en a une concernant la modalité pour les transporteurs et leur personnel, qui devrait entrer en vigueur au 1er juillet 2021, où en fait il s'agit de reprendre des mesures qui étaient normalement dans les appendices, dans la partie déclaration du domaine 6, pour ensuite les ramener dans le corps même du règlement. Donc pas de modification majeure, mais un transfert d'un côté déclaratif à un critère imposé. Il y a d'autres mesures échelonnées jusqu'en 2022 concernant différentes mesures, mais celles-là, nous aurons le temps de revenir vers vous pour pouvoir vous les présenter. Pour mémoire, vous verrez qu'il y a beaucoup de changements de référence, en particulier liés au système douanier. Donc en fait, il y a un premier changement de référence sur la question du règlement OEA, dans lequel les les références ont été changées, mais le fond n'a pas changé. Et il y a également tout ce qui concerne les PLACI, les Pre-Loading Advanced Cargo Information, qui sont en fait les données PNR du fret. Donc il s'agit d'une analyse a priori, avant que cela arrive sur les aéroports européens, de ce qui est contenu dans le fret ou des informations que l'on a sur l'expédition. Donc il s'agit vraiment d'une analyse documentaire de renseignements fait principalement par les douanes et sur lequel l'aviation civile contribue. Mais il ne s'agit pas de mesures export, de mesures au départ des aéroports européens et français. En cela, je termine la partie européenne et je repasse la parole à Raphaël qui va vous présenter la partie nationale. Merci. Alors sur la partie nationale, ça va assez vite. On peut le résumer effectivement en mettant les différents textes ici sur une diapo. On a eu tout d'abord à l'été 2019 l'arrêté qui a modifié les formations périodiques hors imagerie sur lequel vous avez eu des présentations hier. Donc je ne reviens pas forcément en détail là-dessus.
2 arrêtés qui sont sortis pour modifier en fait la liste des personnes exemptées d'inspection filtrage lorsqu'elles voyagent en tant que passagers, réorganiser aussi un petit peu la structure là-dessus. Ça, voilà, je le mentionne ici simplement pour information. Et puis un arrêté qui avait été pris en juillet 2020 pour compléter la partie ADEC sur les aspects éligibilité, formation et qualification, avec une date d'entrée en vigueur initiale qui était prévue au début de l'année. Et puis, compte tenu du contexte sanitaire, qui a été repoussé d'1 an au 1er janvier 2022, voilà, par un arrêté qui a été sorti le 23 décembre. Je termine cette partie nationale en mentionnant simplement une nouvelle édition du Programme national de sûreté. On est passé sur une version 6A, cet été, au 21 juillet 2020. Voilà. Je passe maintenant la parole à Thibaut pour un petit focus sur les modalités de vérification des antécédents. Bonjour à tous. Alors, comme vient de le dire Raphaël, effectivement, les modalités de vérification des antécédents qui s'imposeront aux instructeurs à partir de 2022 sont désormais connues. Comme vous devez le savoir, l'Union européenne et la Commission européenne notamment a voulu un renforcement de la vérification des antécédents dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. Et ça se traduit par une évolution du règlement européen 2015-1998 qui a introduit la notion de vérification renforcée des antécédents. Alors cette vérification renforcée des antécédents, elle inclut notamment la prise en compte du casier judiciaire, mais en plus de ça, la nouveauté c'est qu'elle oblige à prendre en compte des informations des services de renseignement, donc d'aller contrôler les fichiers de souveraineté dans le cadre de cette vérification des antécédents, dans le cadre de ces enquêtes administratives. À savoir également que cette vérification renforcée des antécédents devra être renouvelée annuellement. Et donc, les instructeurs seront soumis à cette vérification renforcée des antécédents à partir donc, de l'année prochaine. Alors, à retenir par rapport à cette évolution, donc cette vérification renforcée des antécédents, elle concernera tous les instructeurs, qu'ils soient certifiés ou qualifiés. De manière pratique, elle sera réalisée à travers la procédure d'habilitation. Donc, celle qui relève du Code des transports, cette habilitation pour l'entrée en ZSAR, elle sera désormais utilisée aussi pour réaliser la vérification des antécédents de tous les instructeurs. Donc, ça ne changera rien pour les instructeurs qui, par ailleurs, sont déjà titulaires du badge rouge, ont déjà une habilitation. Mais voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore, il faudra désormais obtenir cette habilitation pour pouvoir être instructeur en sûreté de l'aviation civile. Donc, cette évolution n'est pas encore complètement prête aujourd'hui, puisqu'on a certes le règlement européen, mais il nous reste à traduire dans notre réglementation nationale cette évolution. Donc, dans un premier temps, nous travaillons un projet législatif qui ajoutera les instructeurs au champ des personnes devant bénéficier de l'habilitation L6342-3 du Code des transports. Ensuite, nous aurons à modifier l'arrêté du 11 septembre 2013, puisqu'aujourd'hui, l'habilitation, comme vous le savez, peut être un moyen pour faire la vérification des antécédents des instructeurs. Et donc, à partir de 2022, ça deviendra non pas une possibilité, mais une obligation. Et enfin, il nous restera à définir les modalités pratiques de cette évolution, puisque des questions peuvent se poser, notamment pour les instructeurs indépendants, puisque cette habilitation passe par une demande de l'employeur. Il restera à voir comment est-ce que, concrètement, cette obligation s'appliquera à l'ensemble des instructeurs. Voilà pour cette partie. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, on va prendre un petit temps maintenant pour répondre à certaines questions. Alors, je laisse la main un petit coup à Clément, juste pour afficher l'interface des questions. Voilà, on va afficher l'interface des questions pour pouvoir prendre celles qui ont été posées et apporter des réponses autant que possible. On a une sur les RX. Alors, concernant l'évolution réglementaire visant la fin du RX simple vue sur le fret, a-t-on une idée du type de délai qui seront acceptés pour le déploiement? Oui. Alors, je passe la main.
Sur celui-ci, en fait, on est dans l'incapacité pour l'instant de pouvoir vous répondre parce qu'il y a deux choses qui se cumulent. Il y a aujourd'hui une exigence qui serait, à partir du 1er janvier 2022, d'utiliser le RX sous 2 angles dans certains cas, et une obligation de déployer des RX double vue un petit peu plus tard sur une échéance 2025-2026. Donc en fait, aujourd'hui, la façon dont on compte faire les choses côté français, je n'ai pas les informations. Donc c'est pour cela qu'on n'est pas allé beaucoup plus loin, de manière à ce qu'on attende d'avoir le texte pour pouvoir ensuite savoir comment est-ce qu'on l'applique au niveau français, en fonction du parc d'équipement que l'on a en France, pour pouvoir vous faire une réponse complète sur ce point. Donc il y aura 2 évolutions, une opérationnelle et une sur les équipements. Et il faut combiner les deux pour savoir ce que cela veut dire sur le terrain. Si je peux, on peut directement passer aussi sur des questions cyber. Donc oui. Il y a 2 questions cyber à ce que j'ai vu. Alors, il y a une première question qui est l'autre question cyber sur la partie si une entreprise est validée par la DGA sur les mesures de cyber, est-ce que cela sera reconnu par la DGAC? Donc, vous avez pu lire que tout à la fin du règlement, de la modification du règlement 1998 au point 1.7, il y a la possibilité de pouvoir reconnaître des choses qui sont faites par ailleurs selon d'autres réglementations. Alors, c'est une phrase qui nous permet qui a beaucoup d'ouverture, mais qui nous pose énormément de questions sans connaître l'ensemble des obligations qui sont aujourd'hui appliquées aux mêmes opérateurs. Donc cette entreprise, si on en parle, c'est qu'elle est peut-être validée par la DGA. Alors pour l'instant, on est sur des entreprises de transport aérien, des exploitants d'aérodromes et ou des agents habilités. Dans ceux-ci, ceux qui peuvent être validés par la DGA sont déjà assez réduits. Si ça a été validé par la DGA, il peut aussi y avoir une surveillance aussi, dans certains cas, par l'ANSSI. Et l'objectif de la DGAC n'est pas de dupliquer les surveillances. Et on a des collègues qui travaillent justement à s'assurer que l'ensemble des obligations pour un opérateur, en fonction de ces différentes exigences, fasse sens. Donc, est-ce que cela sera reconnu? Cela sera pris en compte. Reconnu, je ne sais pas, et en plus, ce n'est pas directement dans notre compétence propre. Mais en tout cas, il faut savoir que l'objectif n'est pas de dupliquer les choses qui sont faites par une autre autorité, parfois même plus compétente que nous en matière de cybersécurité. Il y a une autre question beaucoup plus technique sur la question cyber, en particulier sur les vérifications des antécédents et les formations des personnels administrants des systèmes d'information qui seraient jugés comme critiques à des fins de sûreté, donc on n'est pas sur tous les systèmes d'information critiques. Et comment est-ce que faire lorsque ces systèmes sont hébergés sur des serveurs à l'étranger? Alors typiquement, c'est une question qui est tellement technique que je ne saurais pas répondre là tout de suite. Sur la partie UE, j'ai quand même peu de doutes. Sur le hors UE, sur les États-Unis, sur des accès potentiellement aussi à peut-être des serveurs en réseau, côté équipement de détection, système de détection, c'est là où l'évaluation du risque et l'identification des systèmes d'information critiques, l'évaluation du risque, connaître quels sont ces personnels, permettra de savoir ce qui est possible de faire ou pas. Donc sur la partie formation, je suis moins inquiète. Sur la partie vérification des antécédents et leur portée, il faut essayer c'est là où il faudra vraiment essayer de cerner quelles sont les personnes qui ont un accès non supervisé à des systèmes d'information critiques. Donc sur cette question, je ne peux pas répondre plus précisément. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a d'autres qui seraient Raph, je reprends la parole. Le temps petit jeu. Une dernière question. Voilà, une dernière question, effectivement, sur la crise sanitaire, les conséquences de la crise sanitaire sur les décisions qui ont été données pour les RX, l'utilisation de RX. La France a limité à un certain niveau de trafic la possibilité pour les aéroports de recourir à des RX pour l'IFBS. Certains exploitants qui en avaient fait la demande le sont vus refuser. Ces décisions de refus sont-elles révisables compte tenu de l'effondrement du trafic intervenu depuis lors? Alors c'est plutôt le cas inverse qu'on rencontrait en tout cas jusque-là, c'est-à-dire des exploitants qui faisaient des demandes de projets IFBS avec des EDS3 alors qu'ils n'avaient justement pas le trafic qui allait bien. Il faut savoir qu'effectivement depuis la crise sanitaire, beaucoup d'exploitants ont effectivement revu leur projet IFBS et certains qui étaient initialement partis sur l'EDS
ont finalement opté pour des architectures qui se basent sur du RX. Donc oui, globalement, la réponse est oui, compte tenu de l'effondrement du trafic. On revoit actuellement les projets IFBS, et l'avis réglementaire qui est rendu tient compte évidemment du contexte. Voilà, pour faire très très court sur cette question-là. Est-ce que tu sais répondre à ça ? Et on a peut-être une dernière question. Le temps de dispatcher la parole. Pas de question suivante. On répondra par écrit à la dernière question. Je pense que c'est tout pour la séquence des questions, du coup, pour l'instant. Je pense que c'est tout. Un grand merci d'avoir suivi. On fait une petite pause technique de 30 secondes, le temps de changer d'intervenant pour passer au suivant, et on revient en ligne tout de suite. Bien, eh ben nous poursuivons notre programme de la matinée. Je profite juste de cette occasion pour répondre à une question qui est apparue sur l'organisation générale. En fait, on nous a demandé si les différents diaporamas qui étaient présentés seraient disponibles. Alors oui, bien sûr, pratiquement dans leur intégralité. Je dis pratiquement dans leur intégralité parce qu'on a toujours le souci d'informations qui pourraient être éventuellement classifiées. Donc auquel cas on retirerait les diapositives, bien sûr. Mais oui, ces diapositives seront disponibles en même temps que les questions-réponses écrites, disons dans une grosse quinzaine de jours, et vous pourrez consulter l'ensemble de ces documents sur le site ENAC, page instructeur que vous connaissez tous très bien. Voilà, ceci étant dit, la séquence suivante concerne le bilan du protocole inspection-filtrage des bagages de soute. Alors, comme vous le savez, nous avons décidé, au 1er janvier 2020, de basculer l'ensemble des certifications imagerie avec la composante IFBS et en particulier un nouveau protocole d'application du tri IFBS, protocole que l'on avait travaillé avec un certain nombre d'experts. Et il nous a semblé intéressant, un an après la mise en œuvre de ce nouveau format, de faire avec vous un bilan sur l'état des différentes certifications et de voir un petit peu les conséquences de cette mise en œuvre. Donc c'est Julien Carré qui va intervenir sur ce sujet. Je vais bien volontiers lui abandonner la caméra et le micro. Et à l'issue, Julien a déjà sélectionné quelques questions que vous avez pu poser hier et encore ce matin, et il profitera de son intervention pour répondre également à ces différentes questions. Voilà. Julien, je te laisse la parole. Merci Pascal. Oui, c'est tout. C'est gentil. C'est dur. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, comme l'a si bien dit Pascal, je prends la main pour vous présenter ce bilan imagerie avec ce nouveau protocole en bagage de soute. Alors, juste avant l'inspection des bagages de soute, juste avant, j'avais pensé utile de vous présenter le bilan annuel 2020 sur les formations initiales et renouvellement, certification ADS, et le taux de réussite. Donc on est à les taux, tout ce qui est égal ou supérieur à 12 sur 20. Voilà. Donc on a une légère baisse par rapport à 2019, comme vous pouvez le constater, avec un taux, alors si j'arrondis au supérieur, à 83% de réussite. Voilà, global. Je pense que cela peut s'expliquer par rapport à la conjoncture, aux 2 mois off qu'on a eu par rapport à ce premier confinement, et ensuite à la reprise très, très douce. Et voilà, actuellement, le trafic n'est pas là et les agents clairement ont un manque de pratique. Je pense que ça se ressent au niveau des notes. Je vais maintenant passer à ce qu'on attend. Voilà, le bilan spécifique au bagage de soute, imagerie. Ah non, pardon, excusez-moi. Juste avant, il y avait le fret. On parle beaucoup du bagage de soute, mais on a quand même assez révolutionné le protocole d'imagerie fret aussi, avec une nouvelle classification des zones opaques qui ne sont plus essentiellement noires, mais aussi avec un bleu soutenu. Voilà, on appréhendait un petit peu ce passage, et il est
plutôt favorable. Voilà, on a même 1%, alors c'est pas significatif, mais on a très bon taux de réussite par rapport à toujours cette note de 12 sur 20 en 2020 pour les agents de sûreté. Moins d'agents, toutefois, voilà. Lié aux deux mois off du premier confinement. Voilà. Donc, au niveau du fret, aucun souci à. Voilà. En revanche, pour le bagage de soute, on n'est pas sur exactement les mêmes taux. Alors, je suis remonté un petit peu plus en arrière. 2018-2019, on était à environ 4300 agents qui ont passé un examen. Alors, cette fois, le premier taux que je vous présente, c'est par rapport à la note de 10 sur 20, qui est le taux éliminatoire. C'est-à-dire en dessous de 10, on est d'accord, l'agent de sûreté échoue à la certification bagage de soute. Et si jamais il devait passer une autre typologie, une T10 avec, par exemple, tous les autres domaines, eh bien, c'est éliminatoire. Okay. Donc, on a 4%, vous voyez, 92% en 2020, contre, j'ai arrondi toujours, pour 2018-2019, on est à 96% de taux de réussite. Donc, l'imagerie fait, au total, on a 8% d'échecs en imagerie liée au bagage de soute en 2020, donc une augmentation de 4% par rapport à 2019. Donc, du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le détail au niveau du bagage de soute, en faisant le parallèle avec la note de 12 sur 20. En 2019, si on prend le taux de réussite supérieur ou égal à 12 sur 20, on était à 80% de réussite. Voilà. Mais en 2019, il n'y avait pas le marquage. Pour mémoire, les cours ont été mis à jour 3 mois, enfin on va dire, c'était exactement le 24 septembre 2019. Donc les agents avaient 2 mois pour se préparer sur ce nouveau protocole qui intégrait le marquage des bagages. Voilà. Ce qui était relativement court. Voilà. D'ailleurs, certains instructeurs n'étaient même pas au courant que ce protocole était arrivé. Voilà, on avait envoyé un message, peut-être pas suffisant. Donc certains agents n'étaient pas clairement préparés et découvraient ce nouveau protocole. Donc les premiers mois ont été assez catastrophiques au niveau des résultats, ce qui explique cette moyenne annuelle de 60% de réussite, avec une baisse de 20% par rapport à 2019. Du coup, maintenant, je vais vous présenter ce taux de réussite de 12 sur 20, mais lissé sur l'année avec les stats mensuelles. Donc, un peu plus détaillé. On voit, comme je vous le disais, que le premier mois a été catastrophique par rapport à un manque de préparation, une découverte des agents de ce nouveau protocole, mais sur le premier trimestre, la courbe évolue positivement et assez rapidement. On arrivait presque à 70% pour les agents en formation initiale. Donc en rouge, on est sur les stats d'agents en formation, qui sortent de formation initiale, et en bleu. Et en rouge, c'était les renouvellements. Avril-mai, premier confinement. Donc là, aucune certification ou recertification. Malheureusement, on n'a pas été, la progression n'a pas continué. Donc, on voit bien que la problématique, c'est le manque de pratique. À partir du moment où les agents même ne pratiquent plus sur le terrain, de toute façon, les stats, puisque de juin à décembre, les agents remontent progressivement et redescendent au niveau des statistiques. Alors, si on fait la courbe, enfin, la moyenne annuelle lissée, elle a une tendance à augmenter, mais on n'arrive quand même pas aux 80% de détection. Donc j'avais fait un petit bilan sur le premier trimestre, des évolutions qui ont permis de progresser aussi. Bon, il y a eu une prise en main aussi par les instructeurs de ce nouveau protocole. Comme je vous dis, il y a eu un petit manque de communication peut-être au départ. On a revu aussi entre la base qu'on a classée au niveau de la certification par rapport à ce protocole et la base qui est classée Logix. On s'est aperçu que certains types de bagages étaient
peut-être mal classés, qu'ils avaient classés en doute et qui nécessitaient d'être classés en EI. Je reviens juste en arrière pour montrer exactement clairement, voilà, ça correspond à ce type de bagage. Logix, beaucoup de bagages de ce type étaient classés en doute, alors que dans la certification, ils étaient classés en EI, parce que malgré l'appareil électrique, un EI était identifiable. Donc on a rajouté au niveau du cas 4, vous voyez celui-là, une petite nota bene concernant la classification en EI si un engin explosif était clairement identifiable. Voilà. Donc petit reclassement de la base sur le premier trimestre, donc tout ça fait que les taux sur le premier trimestre, en tout cas, augmenté positivement. Maintenant, pour juste finir mes présentations, donc ma présentation, je vais vous présenter ce taux sur les instructeurs. Là, par contre, assez positif. Le taux de réussite en 2020 des instructeurs qui sont passés à l'ENAC a été de 78%. Alors, en ordonnée, on a le nombre d'instructeurs qui ont été certifiés. Alors, certes, c'est faible, mais bon, voilà. C'est plutôt positif à la limite pour ceux qui sont déjà sur le marché. Ça veut dire qu'on ne va pas certifier à tour de bras des instructeurs. Bon, voilà. Donc 9 instructeurs qui ont été certifiés et tous l'ont eu. Voilà, et les taux sont plutôt bons, 78% de réussite. Il n'y a que 2 instructeurs qui sont en dessous de 12 sur 20. Quoi qu'il en soit, tout le monde était au-dessus de 10, donc rien d'éliminatoire. Et sur les recertifications, c'est pareil, il n'y a pas énormément d'instructeurs qui sont fait recertifier en 2020, 13 exactement. Là, on est à 92% de réussite, donc on est sur des taux qui sont très très bons au niveau du bagage dessous. Donc les instructeurs, là, a priori, ont bien pris le protocole en main. Il n'y a qu'un seul instructeur qui était en dessous de 12 sur 20. Donc après, c'est la moyenne globale, hein, bagage cabine, fret, etc., qui l'a remonté et qui lui a permis d'avoir sa certification. Voilà, je vais maintenant prendre les questions. Écoute, en tout cas, sur le sujet sur le protocole, pour l'instant, pas de questions. Oui, alors les questions que j'avais sélectionnées sont liées à l'imagerie, pas forcément le bagage de soude, parce qu'il n'y en avait pas jusqu'à présent qui était affiché, il n'y en a toujours pas. Donc je vais prendre les questions transversales liées à ça et à l'imagerie. Alors, concernant les cours imagerie, une question de Richard Giraud. Concernant les cours imagerie, seront-ils soumis à validation? Alors, Pascal, vous avez présenté hier le nouveau format MDU-MDC. Donc, oui, les cours seront soumis à validation, mais via les modalités d'utilisation qui ont une référence. Et, comme il vous l'a présenté aussi, le cours imagerie, un groupe de travail va s'organiser, enfin un groupe de validation pour certifier les logiciels. Donc, ils seront validés dans ce cadre-là. Voilà. Mais vous n'aurez pas, comme jusqu'à présent, à proposer votre cours. Hein. La validation se fera par le biais des inspections d'instructeurs, donc a posteriori. Deuxième question, qu'on avait gardé de côté. Concernant les examens de certification des ADS, allons-nous vers une session pouvant accueillir des typologies différentes? Donc oui, c'est prévu. Pour le moment, on est en phase de test et d'expérimentation. Donc, j'ai appelé un ami ce matin qui s'occupe de la certification, Pascal Pimentel. Donc, je vous donne en direct ses réponses. Donc, pour le moment, c'est les sociétés Ceris et Securitas qui vont être pilotes pour faire l'expérimentation en février, donc début février. Et ensuite, il va y avoir un déploiement au niveau des espaces entreprises et des candidats adaptés à cette évolution qui sera prévu fin février, de manière organisée pour le premier examen multitypologie début avril. Voilà. Donc, ce sera début avril que devront
commencer ces examens multitypologie. Voilà. Et une dernière question qui vient d'arriver, Cécile Bonnet, qui est tout en bas de ton écran, que je vais mettre en évidence maintenant. Merci. Alors, bonjour Cécile. Rex des agents sur l'IFBS imagerie Logix. Je vois le I dans l'appareil électrique. Pourquoi je dois le mettre en doute? Alors, je me suis mal exprimé tout à l'heure. Non, ça fait partie des choses qu'on a demandé au niveau de la base formation Logix à être classée. Qu'on identifie un EI clairement dans un appareil électrique, on le met en EI, on ne le met pas en doute. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Par contre, lors du premier trimestre 2020, dans la base formation, Logix le classait en doute. Voilà, ce qui pouvait poser problème au niveau des résultats. Alors, quoi qu'il en soit, si à la certification, on a une erreur de classement entre doute et EI, c'est pas ça qui va faire rater la certification à l'agent. Parce que la pondération est à 0,1 point. C'est-à-dire que l'agent, s'il se trouve en catégorie, il va avoir 0,9 sur... Donc, la problématique, elle est surtout sur la classification doute. Parce que là, on perd 0,4 points. Enfin, non, même pas. Si le bagage est clair et qu'on doute, ou inversement, on perd le point complet. Enfin, 0,5 points, parce que les bagages suspects sont pondérés à 1 point et les bagages clairs à 0,5. Donc, la grosse problématique, elle est surtout sur la catégorie doute, en fait, et par rapport au bagage clair. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions qui concernent l'ENAC pour l'instant, donc il reste d'autres questions, mais qu'on regarde et qu'on archive et à laquelle on répondra plus tard. Très bien. On change d'intervenant. Je te laisse répondre avant. Merci. C'est le temps de la conclusion. Je vais laisser la parole à Florence Vibo, qui va nous retrouver maintenant. Et puis, en ce qui me concerne, je vous salue et je vous remercie pour toute votre attention pendant ces 2 demi-journées. Voilà, Florence. Oui, merci Pascal. Voilà, donc il est temps de clore nos travaux. J'espère que vous avez trouvé de l'intérêt dans les différentes présentations qui ont été faites et je profite de cet instant pour remercier grandement les intervenants qui se sont succédés depuis hier. Donc en particulier le pôle performance qui a été la cheville ouvrière de ce webinaire. Voilà. Et puis également le pôle référentiel et application de la réglementation, l'ENAC, le STAC, l'ADTA. Donc merci à tous ces intervenants. Et je voudrais aussi remercier Emma et Thève qui malheureusement n'a pas pu assister aujourd'hui à ce webinaire, mais qui a contribué grandement à sa préparation bien en amont. Donc, merci Emma pour toute ta contribution. Et puis, je voudrais revenir un instant sur 2 points. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a eu beaucoup de questions concernant les tests, les TSO, les TPSO. Et j'ai ressenti un fort intérêt, en fait, de votre part sur ce sujet, avec beaucoup de questions. Donc, ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est que nous souhaitons que l'outil pédagogique des tests ouverts soit bien développé, plus qu'il ne l'est aujourd'hui, et vous aurez un rôle important à jouer là-dessus. Et nous souhaitons aussi faire le lien entre toute l'énergie qui est déployée pour faire des tests, qu'ils soient ouverts ou secrets, avec des résultats qui sont aujourd'hui exploités, mais qui sont peut-être pas exploités au maximum de ce qu'on pourrait faire, le lien entre ces tests et la formation. Et c'est un petit peu dans cet esprit-là que nous avons introduit dans la méthodologie des TPSO cette notion en demandant à ce que finalement il y ait un retour vers les instructeurs des résultats des tests pour qu'ils puissent les prendre en compte dans l'individualisation des formations FPI. Voilà, donc ça c'était le premier point. Et puis un deuxième point, c'est que, comme vous avez pu le constater, les réflexions que nous menons avec tous nos partenaires dans le cadre du projet de service amènent à beaucoup de changements. Et nous espérons que c'est dans le bon sens, et beaucoup de changements aussi sur la formation. Et donc ça amène pour vous la nécessité de vous adapter avec des questions, des interrogations pour vous, parfois même des inquiétudes. Et j'espère que ce séminaire vous aura permis d'avoir des réponses à ces questions ou à ces inquiétudes. Donc, par exemple, sur le sujet de la surveillance que nous avons mise en place des instructeurs,
J'espère que vous aurez bien compris que l'esprit dans lequel nous avons fait cette surveillance et notre objectif, c'est bien de vous accompagner. Ça n'est pas de retirer les certifications, sauf si vraiment on tombe sur un cas vraiment extrême. Mais l'objectif, c'est bien de vous accompagner dans vos démarches et d'en connaître mieux sur la façon dont se passent les formations. Donc d'apprendre aussi pour nous. Et un autre point qui a suscité beaucoup de questions, c'est tout le dispositif que nous mettons en place avec les modules de compétences et les modalités d'utilisation. Donc c'est un système très nouveau. Alors nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions pendant ce webinaire, mais sachez que, comme on vous l'a déjà dit, je crois, à plusieurs reprises, elles seront capitalisées, prises en compte par le pôle PERF. Les réponses seront disponibles sur le site de l'ENAC. Et puis, ces questions viendront aussi alimenter toute la réflexion que nous conduisons actuellement dans les différents chantiers sur le thème des formations. Voilà, donc 2 choses avant de vous quitter. Je voudrais quand même vous rappeler que pour nous, la conformité, c'est certes un socle, mais l'important pour nous, c'est la performance. C'est vraiment ça notre objectif, et en particulier la performance des agents de sûreté que vous formez. Et vous jouez un rôle clé dans cette performance. Vous représentez le maillon essentiel entre l'ENAC et les apprenants dans notre système de formation. Et vous allez l'être encore plus demain avec le système de réforme de l'approbation des cours. Donc ce sujet-là, ce sera celui qui représentera l'essentiel de l'ordre du jour de notre prochain séminaire, de notre prochaine rencontre. Et donc concernant cette rencontre, après vous avoir remercié de votre attention pendant ces 2 jours, je vous donne rendez-vous le 23 septembre prochain. Donc notez dès à présent cette date dans votre agenda. Et puis vous pouvez marquer à côté de cette date que le lieu, ce sera ici à Farman, parce que c'est ce que nous espérons de tout cœur. Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit et je vous remercie pour votre participation active et je vous dis à bientôt.